Bonjour. Hello, hello. Salut Thibaut. Alors, on t'entend. Voilà. J'avais pas activé. Salut Thibaut, ça va? Ça va pas mal, ouais. Désolé pour ce matin. C'était T'inquiète pas, on recalera un truc après, c'est pas grave. en réunion et ça a duré un peu plus longtemps que prévu. Et donc, j'ai vu que tu m'avais appelé, mais ça a été un peu compliqué. Problème. On peut peut-être demander à Vincent et à Camille de open the mic and the video. Bonjour Madame Camille, ça va? Bonjour, oui, ça va et vous? Bonjour Camille. Ouais, bon, on peut se tutoyer. Hein. Bon, bonjour, bonjour à tous. T'es pas venu avec ton stagiaire hein? Non. Putain, et qu'est-ce qu'il fait Bernard? Il boit des canons, je crois. Bon, ça va alors. C'est qui le stagiaire? Le stagiaire de Camille, c'est Bernard Noblet. Ah, pas con. Pas con comme Salut stagiaire. Vincent. Il était au domaine il n'y a pas très longtemps. Salut Vincent. Ça va? Salut, oui. Vincent. Ah, j'ai connu une semaine de merde. Je me suis coupé le doigt avec le scalator électrique. Donc voilà. Enfin, c'est pas tombé, mais j'ai fait fort. Donc voilà. Lundi matin aux urgences à Beaune. Donc voilà. Fantastique. Les conneries. Bon, on va faire rentrer tout le monde. Donc, on a quand même 312 personnes, c'est pas mal. Hein ouais, ça va. Ouais. Pas mal. On va essayer de ne pas dire trop de bêtises. Voilà. En général, voilà, on a entre 50 et 100 personnes qui sont présentes. Puis après, il y a beaucoup de gens qui regardent le replay aussi. Ok, très bien. Donc voilà, majoritairement, donc il y a des élèves sommeliers cavistes de chez nous. Puis après, c'est des abonnés de la revue des vins de France. Voilà. D'accord. Et des gens qui font beaucoup le certificat de la dégustation aussi, des particuliers, des amateurs passionnés. Ok, on va essayer de les intéresser alors. On commence par une petite séance de présentation, puis après on se laisse guider. Hein, y a pas de... nous, on a pris un peu de vin quand même, on ne sait jamais. Mais... Ouais, j'ai pas pris un coup de rouge là, je devrais peut-être en prendre un. Moi, c'est du Bordeaux, hein, pour rester dans le thème. Ouais. Les joueurs. Nobody's perfect. Hein.
I know. I try to do my... Et après, tu vas me dire, parce que le Bourgogne, tu n'arrives pas à en acheter. Ben... Oui, d'ailleurs, en parlant de ça, non, je plaisante. Bah, attends, et on vient chez vous. Bon, après, chez Vincent, j'ai qu'à fermer ma gueule parce qu'on l'a planté 3 fois. On lui a dit on passe à 8h à midi. Ah, mais oui, les vins. Donc, c'est nous qui avons merdé. Là. Ils ont été envoyés. Bah non, il a raison, il a tout vendu. On avait qu'à se bouger le cul, c'est notre faute. Et Justine, je crois que c'est toi qui m'avais appelé. Et le truc, c'est que sur les vendanges entières 2019, c'est très compliqué maintenant, quoi. Je crois que c'est toi qui m'avais appelé. Non, j'avais donné ton contact à Eva. Il faut peut-être qu'on fasse rentrer les gens. Ok, on est parti encore les 72. Ça va faire beaucoup. Donc vous êtes d'accord, j'annonce qu'il y a une promo sur 30% sur tous les vins du domaine, c'est ça? Ouais, non. Nous, c'est 6e gratuite. Mais comme il n'y en a pas, il n'y a pas de risque. Surtout sur 2020, c'est grosse année, donc impeccable. 6 achetés, 5 offertes. Bon, c'est ça, c'est une bonne. Attends, je viendrai à ton stand à Nuit au Grand Jour alors. Putain, ouais, c'est clair. Ouais. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bon, bienvenue à toutes et à tous sur ce beau thème c'était quoi le thème? Les jeunes talents de la Bourgogne? Talent, ouais. Jeunes talents. C'est talent ou talon? Je ne sais plus. Talent. Bon. On va peut-être commencer par une blague, non? C'est pas ça, non? Ah non, ce soir, c'est pas une soirée humour, pardon. Je pensais que... C'est demain la conférence. C'est demain la conférence sur le vin. Parce qu'en fait, j'ai une double vie. Je suis aussi humoriste, mais je n'arrive pas à remplir les salles de spectacle. Donc, je ne vous conseille pas son spectacle, vraiment. Ça ne marche pas. Non. Il faut arrêter le vin. Camille, on ne t'entend pas parce que tu as coupé ton micro. Voilà, ça va mieux. Voilà, super. Bon, on va dire honneur aux dames. Camille, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Oui, bonsoir à tous. Donc, je suis Camille Thiriet du domaine Thiriet à Comblanchien. J'ai principalement en achat de puisque j'avais 35 heures de vie. Et puis j'en profite parce que du coup, j'ai une très bonne nouvelle qui vient de tomber. Je rachète 4,5 hectares de vignes. Donc, depuis 10 jours, j'ai 6 hectares de vignes à travailler à moi. Et du coup, je suis super contente. Et c'est un peu un rêve qui se réalise. Et voilà, sur des appellations que je travaille depuis le début, donc à savoir des Côtes de Nuit Village et puis des Bourgognes régionaux. Donc je suis très contente. Voilà. Ils sont où tes Bourgognes? Alors, là, ceux que j'achète toutes les parties sont à Corgolan. D'accord, ah ouais, donc c'est en plus à 3 minutes à vol d'oiseau. Depuis chez moi, je vois les parcelles, donc c'est fabuleux, quoi. Ok, good, génial. Alors, ça, c'est cool. Donc, ça va te faire 6,4, c'est ça? Non, 6. 6. Et tu les auras donc sur la vendange 2022? Oui, ouais, tout à fait, ouais. Génial. Et du coup, tu les travailles aussi, enfin, tu travailles tout de A à Z, du coup, là, depuis une dizaine de jours, 10-15 jours, c'est un peu la course là du coup, parce que passer d'1,5 hectare à 6, ça bouleverse pas mal, comme vous pouvez vous en douter, l'organisation. Donc, Bon, félicitations, bravo. Hein. Merci. Cool. Alors, je ne vais pas dire ensuite honneur aux dames, Vincent ou Thibaut. Enchanté, donc bonjour à tous, donc enchanté pour qui participent à la vidéo. Donc Vincent Eddy à Nuit Saint-Georges. J'ai créé mon domaine progressivement. J'exploite à l'heure d'aujourd'hui 4,10 hectares sur une des superficies et c'est relativement morcelé. Je vais de Savigny-les-Beaunes, Chorey-les-Beaunes, Haute-Côte de Nuit, une parcelle dans les nuits premiers crus sur les Porets Saint-Georges. Et donc, mes parents n'étaient pas viticulteurs, donc j'ai créé le domaine à partir du millésime 2007 jusqu'à aujourd'hui. J'ai eu une progression, alors pas tous les ans, mais quand on arrive à récupérer du foncier, félicitations Camille, parce que c'est pas facile de trouver du foncier en Bourgogne. Il y a une telle pression, voilà. Et donc voilà, qu'est-ce que j'ai oublié? Je ne sais pas, c'est déjà pas mal.
Tu es installé donc à Nuit-Saint-Georges. Voilà, ouais, sur Saint-Georges même. Qu'est-ce que j'ai oublié? En face de chez Alain Michelot, si je ne me trompe pas. Qui est mon oncle. Voilà. Et en fait, j'ai fait mes armes donc, au domaine Les Chenaux à Nuit-Saint-Georges. J'avais fait ma dernière année de BTS en alternance chez eux. Je suis resté 8 années de plus chez eux pour me faire la main. Et donc, à partir de la 5e année en étant salarié, j'ai commencé à acheter mes premières vignes que je faisais le week-end, les soirs de semaine, les vacances, etc. Donc des semaines bien chargées, comme vous pouvez l'imaginer. Et donc, en 2012, je suis passé à mi-temps. En 2013, je les ai quittés. Et j'ai grillé sur la côte de Beaune. Donc, c'était impeccable. Donc, voilà. Et comme quoi, pour bien commencer, il n'y a rien de tel. Et donc, voilà, grosso modo, je ne pense pas oublier quoi que ce soit, mais sur les grandes lignes, j'aurais tenté de dire sur l'historique. Au niveau du foncier, c'est à peu près ça. Donc, 9 appellations, essentiellement en rouge, avec, ouais, on va dire un 80-20 en rouge, 80% en rouge. Voilà, c'est déjà pas mal. Dites-moi si j'oublie quelque chose, parce que bon, je suis pas... Et donc, en appellation, tu fais des Hautes-Côtes aussi? Alors, Bourgogne, Bourgogne-Haute-Côte de Nuit. Alors, je parle en rouge pour l'instant. Bourgogne, Bourgogne-Haute-Côte de Nuit. Chauray-les-Beaunes, Savigny-les-Beaunes, Nuit-Saint-Georges, premier cru. C'est une grande parcelle que je divise en 2 parties parce qu'il y a 2 années de plantation différentes issues du même climat que je distingue en 2 cuvées parce que ça fait, au niveau de la morphologie des raisins, c'est 2 choses totalement, ça donne 2 résultantes totalement différentes. Donc à partir de là, dès mon premier millésime, je me suis toujours dit ça serait un peu, alors j'utilise le mot mais c'est mon opinion, ça serait un peu dommage d'assembler les 2 parties parce que les morphologies de raisin et le rapport jus sur poids total n'étaient pas les mêmes sur les 2 parties. On est sur une partie qui a été... Tu parles de quel climat? Les Porets Saint-Georges. Les Porets Saint-Georges. Et il y a une partie qui a été replantée en 80 avec des clones donc, qui donnent des raisins caractéristiques, des grappes assez compactes, une dizaine de centimètres avec beaucoup de jus, alors que l'autre partie a été plantée en 1935 avec des raisins tout mildrans et assez concentrés. Donc voilà. Merci Vincent. Monsieur Thibault, tu as ton micro qui est coupé, ouais, super. Bonjour à tous, bonjour surtout à quelques-uns que je reconnais par les noms qui sont soit des amis, soit des clients. Donc bonjour à vous en particulier. Alors moi je suis Thibault Liger-Belair, je suis peut-être le moins jeune vigneron des 3. Même si je n'ai que 21 millésimes derrière moi. Donc, je suis basé à Nuit-Saint-Georges. Alors, à Nuit-Saint-Georges, historiquement, depuis le millésime 2001 et depuis le millésime 2008, de millésime 2009, pardon, à Moulin-à-Vent. Donc, alors, le domaine à Nuit-Saint-Georges, c'est un domaine qui fait 9 hectares avec une autre activité qui est une activité achat-raisin un peu particulière puisque en fait, on achète des raisins de vignes dont on s'occupe puisqu'aujourd'hui, c'est difficile de trouver des achats de vignes et même des prix, à des prix qui sont aujourd'hui déraisonnables et même des fermages, puisque aujourd'hui, au vu des prix, c'est compliqué d'avoir des locations. Donc, on a trouvé ce système qui nous permet de récolter 11 hectares de plus. Donc, on récolte chaque année sur la Côte de Nuit une vingtaine d'hectares. Et également, donc, à Moulin-à-Vent, un projet qui me tient à cœur depuis longtemps, depuis le millésime 2009, avec une surface aujourd'hui de 13 hectares, uniquement et exclusivement sur l'appellation Moulin-à-Vent, pour lequel on fait un modèle, on va dire, plutôt bourguignon, avec une certaine, en détachant des climats et en essayant je dirais, de sublimer un peu l'appellation Moulin-à-Vent en montrant la diversité. Voilà, donc le domaine est en culture biologique, les 2 domaines sont en culture biologique depuis le domaine de Nuit-Saint-Georges depuis le début, depuis le millésime 2001. Et on essaye de comprendre depuis 20 ans nos sols et nos terroirs, en sachant très bien qu'on en a encore pour une vie, et la vie ne sera pas suffisante pour tout comprendre. Donc, voilà, on avance petit à petit.
Si tu t'entends bien avec le patron de là-haut, tu te feras réincarner. Ah, écoute, si j'aimerais bien être un ver de terre. C'est plus gros. Voilà, en quelques mots. Ok, alors Justine, tu avais une petite question pour lancer le débat. Oui, voilà. Alors aujourd'hui, on va parler aussi de la nouvelle ère et des nouveaux talents bourguignons. Et peut-être une question tout d'abord à Camille ou Vincent. Quand vous êtes installés, c'était quoi votre vision du vin bourguignon? Première. Et c'est quoi l'élan que vous avez envie de donner pour demain? Peut-être Camille, si tu veux commencer. T'en prie, Camille. Ah oui, il est content. Vincent, il dit putain, j'ai pas trop quoi répondre, alors se débrouille. Vincent, moi, je vais juste te dire qu'en fait, je suis partie faire un master à Bordeaux. Et c'est là où vraiment je me suis rendu compte que... Alors, attention à tous nos amis bordelais que j'aime beaucoup, mais voilà. Moi, en tout cas, personnellement, il y avait vraiment quelque chose en Bourgogne qui me parlait et qui me touchait profondément. Donc, en fait, j'ai passé mon master et puis le lendemain, j'étais de retour à Beaune. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très particulier et même un peu mystique. Et je pense qu'effectivement, comme le disait Thibaut, il faut plus d'une vie pour pouvoir comprendre toute la complexité de nos sols et puis tout ce qu'il y a autour et au-dessus surtout. Et après, au niveau de donner un nouvel élan, je ne sais pas, mais en tout cas, vraiment, par exemple, moi, pour les Côtes de Nuit Village, il me semblait vraiment super important de les vinifier tous séparément et tous en parcellaire parce que vous êtes venus déguster chez moi et c'est vrai qu'ils sont tous tellement différents que voilà, pour moi, ce serait peut-être ça, vraiment mettre en avant, en tout cas sur les Côtes de Nuit Village, cet aspect de parcellaire et de terroir qui est très, très prononcé, quoi. Et c'est vrai que je crois que, enfin, on ne sera pas les premiers ni les derniers à le dire. La Bourgogne, c'est quand même un lieu où le terroir, la notion de terroir, après, je repose une question sur ce que tu disais, Vincent, sur les sélections clonales, sur sa parcelle, parce que je pense que c'est un exemple qui est hyper intéressant. Mais c'est un endroit où, si on veut parler de terroir, enfin, il n'y a pas que là, il y a des terroirs partout, je veux dire, mais c'est un vrai sujet. Ouais, c'est un vrai sujet. Ouais. Vincent, comment tu vois les choses là? Vas-y, Camille, pardon, si tu veux rajouter. Non, j'allais justement dire que là donc avec les vignes que je récupère là cette année, moi je me dis que j'aurais pas assez du reste de ma vie pour pouvoir comprendre tout. Et quelque part, j'aurais beaucoup aimé avoir un petit peu je sais pas, de génération avant moi pour m'expliquer quelques points primordiaux sur ces terroirs-là. Mais bon, je vais essayer de faire au mieux et puis de découvrir. Après, tu prends des stagiaires, tu prends quelques stagiaires de temps en temps pour t'aider, voilà quoi. Oui, tout à fait. Il faut savoir bien s'entourer. Et ça, c'est une de tes grandes qualités. Absolument. Vincent, et justement, juste avant de terminer, c'est chouette que Camille parle du parcellaire et de cette vision-là, parce que tu te souviens qu'on était allé déguster chez elle, il y avait une cuvée qui m'avait vraiment marqué, c'était les blanches, Bourgogne, les blanches, et c'est celle que tu travaillais déjà, c'était vigne, et il y avait une vraie profondeur dans ce vin et un message bien profond, je trouvais, et ça s'était vraiment ressenti. Donc, c'est excitant aussi de voir la suite avec ce que tu viens de récupérer aussi comme parcelle. Ouais, c'est la première que j'ai pu acquérir en 2012. Donc, tu vois, ça fait 10 ans. Donc, c'est vrai qu'on se rend compte un petit peu de ce qu'il y a vraiment au bout de 10 ans. Donc ouais, il y a du boulot, quoi. Vincent, tu veux dire un petit mot peut-être? Je vais essayer d'être le plus précis possible. Disons que quand je me suis installé, c'est vrai que j'avais une vision. Moi, je suis un autochtone, j'ai pas pu malheureusement, on ne va pas tout faire, mais c'est vrai que j'ai fait pratiquement le branchième au lycée viticole de Beaune. Je suis parti de la 3e, j'ai sorti, alors j'étais pas au lycée, mais je suis sorti avec un BTS. Et c'est vrai que alors j'ai utilisé le mot de tard, à savoir sur d'autres régions viticoles au niveau français, mais également au niveau mondial.
Moi, je serais tenté de dire, j'avais vraiment envie de me lancer, de créer ma structure, on va dire. Et c'est à partir de là que, bon, alors, je dirais que j'ai une âme d'entrepreneur à tous les sens du terme, mais je serais tenté de dire, alors j'avais une vision très, ne le prenez pas mal s'il y a d'autres viticulteurs bourguignons-quériards, très archaïque, on va dire, de la Bourgogne, donc avec beaucoup d'extraction des vins relativement durs, voilà, où tu te fais plaisir, mais pas dans l'immédiateté. Le fait d'avoir pu faire mon expérience dans un domaine avec une grande notoriété, où je persiste et je signe, je leur dois énormément à mes anciens patrons de m'avoir enseigné et les bases, enfin c'est même plus que des bases, mais après bon, on va dire qu'entre le moment où je les ai quittés et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai fait plusieurs révolutions. C'est vrai que, comment vais-je dire, il y a des choses que, par exemple, qu'ils pratiquaient, où je suis totalement en opposé d'entrée sur certaines, j'allais même employer le mot au niveau philosophique. J'aime bien respecter le terroir. On parlait du terroir tout à l'heure. J'aime bien respecter le terroir, respecter ce que la nature te donne. Comme disait tout à l'heure Thibaut, j'ai oublié de le dire en présentation du domaine, je suis certifié agriculture biologique depuis cette année. Alors même si au niveau antériorité, alors ça veut rien dire, théoriquement on n'a pas le droit de le dire, mais je le dis quand même. Je suis traitant bio à 100% depuis 2013, donc année où j'ai quitté mes anciens employeurs pour être à 100% chez moi. Et j'ai perdu le fil, mais grosso modo, ce que je voulais dire, c'est que c'est bien de partir également de quelque chose qu'on t'a enseigné, on va dire, et après de laisser. Alors c'est vrai que malheureusement, à l'échelle d'une vie, enfin moi je le vois déjà, ça fait 15 ans que j'ai commencé à faire mon premier millésime en 2007. C'est un truc de malade et le temps tourne à une vitesse folle, ça c'est clair. Maintenant, c'est très intéressant parce que comme vous avez pu le découvrir lors de votre dégustation au dernier coup, j'ai encore fait une nouvelle révolution depuis 2019 où il y avait un vin en 2020 où j'ai fait 3 vins et en 2021, même avec le millésime compliqué qu'on a eu, j'ai réussi à faire 5 cuvées en vendange entière. Et voilà, donc après, c'est une recherche éternelle de qu'est-ce qu'on peut faire pour innover, qu'est-ce qui est bien pour sortir des sentiers battus, parce que la Bourgogne, ce n'est pas que les grands crus, que les bouteilles qui sortent à X euros. Il y a aussi des vins qui sont qualitatifs où tu peux faire plaisir entre 20 et 30 balles, c'est totalement plausible. Et donc voilà, après, il faut essayer d'arriver à trouver la solution ou par exemple un encépagement particulier comme j'ai pris le risque de le faire. Certains m'avaient dit que j'étais totalement fou de le faire, mais j'ai planté du pinot gris dans les Hautes-Côtes de Nuit avec une sélection Massel qui vient de chez Binger en Alsace, un pépinériste qui fait de la sélection Massel sur ces cépages-là. Donc voilà, après sortir un peu des sentiers battus pour essayer de se faire connaître, oui, mais aussi dans un gage qualitatif, d'essayer de percer, on va dire. Bien évidemment, c'est aussi le but que tout le monde recherche, on va dire quoi. Je ne sais pas si… Ouais, pardon. En tout cas, quand on est passé chez toi, qu'on a goûté les vins, c'est vrai qu'il y a un vrai… Bon, après 2018, c'est un millésime où il y avait cette notion de richesse aussi. C'est pas les millésimes que j'apprécie les plus. Hein. Les millésimes solaires 2018, 2000. Alors 19, c'est un peu particulier. Déjà, je n'ai pas commencé de les vendre à l'heure actuelle parce que je suis un grand malade dans ma manière de commercialiser les vins. J'aime bien laisser le temps au temps, donc je les laisse grosso modo une petite année après la mise en bouteille pour qu'ils se reposent. Il y a quelques exceptions qui ont été en partie commercialisées, mais la grande majorité des 2019 j'ai pas encore commencé de les commercialiser, mais c'est vrai que 2020, 2018, 2015, c'est pas du tout le style de millésime que j'affectionne. 2021, qui est un millésime ô combien compliqué, c'est ça qui me fait vibrer. Alors, ça peut paraître être totalement fou, mais les millésimes compliqués, c'est là où c'est intéressant de voir ce que tu arrives à en tirer avec toute modestie. Hein. Je suis humble, je dis pas moi, je me considère pas comme quoi que ce soit, mais ce que je veux dire, c'est que c'est là où c'est assez intéressant parce que sur un millésime chaud, tout le monde
et je ne crache sur personne, et tous les viticulteurs de Bourgogne, ou d'ailleurs, arriveront à faire quelque chose d'intéressant au niveau qualitatif. Sur un millésime plus compliqué, voilà, c'est quelque chose où c'est des millésimes de vignerons, et c'est ça qui est intéressant aussi, on va dire. Surtout quand tu as une pression maladie de dingue au niveau milieu, au niveau idiome, et après au niveau pourriture. Voilà. Thibaut, moi j'aurais aimé qu'on partage, tu peux rajouter peut-être un mot toi sur ton installation et ton évolution de ta vision et tout. Mais je me souviens quand on est venu chez toi, moi j'ai beaucoup aimé ce travail pour entrer dans la notion de parcellaire et de terroir que tu fais à Moulin à Vent. Je trouve ça assez remarquable. Et entre autres sur les essais que tu fais sur les francs de pied, si tu peux nous en toucher un mot, c'est… Oui, bien sûr. Je pense que depuis le temps et depuis que j'ai déjà, enfin, on va partir de la genèse du franc de pied sur Moulin à Vent, puisque j'ai la chance d'avoir un demi-hectare sur des vignes non greffées, qui sont des vignes pré-phylloxériques. Et ça, c'était assez passionnant. Je vais d'ailleurs vous raconter un peu l'histoire qui est ce pourquoi j'ai pu retrouver des vignes pré-phylloxériques. J'ai eu l'occasion de racheter en 2011 3 hectares à un vigneron de 80 ans. Et vous allez comprendre que son âge est très important. Et ce vigneron avait un petit carnet où il marquait toutes ses vignes, une par une. Et puis en bas de ce carnet, l'objectif, c'était de lui acheter toutes ces vignes qui étaient plutôt bien travaillées, ce qui est plutôt rare sur l'appellation, où c'est un peu le désherbage à tout va, même si ça commence à changer un petit peu. Et ce vigneron me dit: non, mais Thibaut, tu ne vas pas acheter ça, c'est beaucoup trop vieux, il faut tout arracher. En fait, avec beaucoup d'honnêteté, il me disait: il ne faut pas que tu achètes ça parce que ce serait trop cher par rapport à la production. Et puis, je lui ai demandé de me montrer cette vigne-là. Et effectivement, on est arrivé devant cette vigne où il y avait énormément de pieds manquants. Et en voyant ces vignes, ces vieux pieds qui avaient un petit peu recépé, c'est-à-dire re-raciné, je me suis dit, j'ai compté le nombre de plaies de taille. Et au bout de 120 plaies de taille, je me suis dit, ça commence à avoir quelque chose de très vieux. Et je lui ai posé une question simple. Je lui ai dit: mais ça a quel âge? Et du haut de ses 80 ans, il m'a fait une réponse extraordinaire. Il m'a dit: j'en sais rien, mais je sais une chose, c'est que quand j'étais jeune, elles étaient vieilles. Et j'ai trouvé ça assez extraordinaire comme réponse. Et là, j'ai commencé à faire mes recherches. J'ai toujours une petite pioche dans ma voiture, dans mon coffre. Et puis, j'ai commencé à faire des trous autour de certains pieds. Et là, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de cale de greffe. Et donc, de cale de greffe, donc c'est vraiment le cale qui lie le porte-greffe au greffon, hein, puisque toutes les vignes sont greffées depuis le phylloxéra, la fin du 19e. Et je me suis dit, effectivement, dans ces sables du Beaujolais, il y a moyen de replanter du franc de pied, de faire un vrai travail de retrouver un petit peu on va dire, ce goût original, qu'il n'y a pas de lien, ou il n'y a pas on va dire pas de lien, il n'y a pas de séparation entre la partie du fruit, donc la partie aérienne, et la partie racinaire. Et ce qui est assez étonnant dans ces vins-là, c'est qu'on sent une certaine fluidité dans les vins. Vous savez, souvent quand on déguste les vins, on parle de début de bouche, de milieu de bouche, de fin de bouche. Et là, on ne peut pas du tout parler de ces 3 étapes. On parle d'un vin avec une harmonie globale qui finalement sort un petit peu de toute notre vision, on va dire, classique de la manière dont on a dégusté, et surtout avec des touchés de bouche totalement différents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du nez, on parle beaucoup de la vue, de la bouche, mais moi, j'aime bien le côté tactile dans les vins, ce toucher de bouche. Et ce toucher de bouche est bluffant, et donc j'ai la chance de pouvoir chaque année faire une toute petite cuvée, très confidentielle. Je préfère prévenir parce que je vois arriver tout le monde, les centaines d'emails qu'ils risquent d'avoir en disant: on aimerait bien des vignes centenaires, mais non, il n'y a pas. Et en plus, j'ai décidé, un peu comme Vincent, de la mettre sur le marché que quand j'estime que ce vin sera apte à être bu, puisque c'est que des magnums et les 2016 sont toujours pas sortis. Donc voilà, donc la vision en fait de Moulin à Vent, c'était une vision évidemment de terroir, parce que ce qui m'a fait m'arrêter et poser mes valises sur Moulin à Vent, c'est qu'il y avait un vrai terroir, 660 hectares, ce qui est plutôt petit en Beaujolais, hein. Je vous rappelle, Morgon, c'est 1200 hectares, Fleury, c'est 900 hectares. Il y a des plus petites appellations aussi qui sont passionnantes, notamment Chénat, 350 hectares, qui sont des tailles un peu plus bourguignonnes.
et surtout avec une diversité qui est incroyable. Et avant d'acheter ces vignes-là, j'ai été dans les vignes, j'ai arpenté les vignes et puis j'ai vu des sols très différents, des granites roses, des limons, des argiles, quelques argiles, des orientations très différentes, des climatologies très différentes. Et quand je parle de climatologie, je parle évidemment du vent, puisque c'est une des définitions de moulin à vent, c'est justement le vent qui souffle et l'influence sur les vins. Et donc, j'ai commencé à essayer de comprendre, alors je parle bien de essayer de comprendre les différentes strates de moulin à vent pour essayer d'en faire plusieurs cuvées. Et puis, au fur et à mesure, et puis évidemment par les échanges, parce que dans notre métier, il y a l'observation d'un sol, mais il y a aussi de beaucoup parler avec les gens qui étaient là auparavant, parce qu'on en apprend tout autant que par nos propres observations, voire plus. Et et aujourd'hui, on fait 6 cuvées différentes qui à la fois allie des terroirs différents, mais aussi des orientations différentes, des strates différentes, pour essayer de faire une sorte de, comment dire, une cartographie ou un modèle de ce que pourrait représenter l'appellation moulin à vent. Alors, ce qui est assez étonnant, je voudrais juste rajouter ça, c'est que ce qui m'a toujours étonné, c'est que si des personnes viennent goûter des vins à Nuits-Saint-Georges et que sur un hectare, on fait 5 cuvées différents ou 3 cuvées comme peut faire Vincent ou 2 cuvées, les gens disent cryogénie. Et si à Moulin à Vent, vous avez 13 hectares et on va faire 8 cuvées, ils nous prennent pour des fous. Et en fait, et pourtant, il n'y a pas beaucoup de distance, hein. Il n'y a que 100 km qui séparent les deux terroirs. Et donc, effectivement, il y a un vrai travail de fond qui est passionnant. Et je prends un peu mon bâton de pèlerin. J'y suis allé, j'essaye de continuer, mais je suis passionné par cette appellation, par ce cépage Gamay, qui est un grand cépage, planté sur des granites, sur des sols pauvres, et qui est un vrai un cépage qui exprime vraiment l'identité d'un terroir, qui sont les sols granitiques et métamorphiques de Moulin à Vent. Camille, je crois que Justine avait une question pour toi. Merci Thibaut. Merci de m'introduire. Je t'en prie. Justement, Camille, tu as vraiment insisté la dernière fois sur le travail à la vigne au sein de tes parcelles, justement. Est-ce que tu peux nous raconter aussi un petit peu quels sont les enjeux pour toi et est-ce que tu as envie de mettre la manière dont tu as envie de travailler tes vignes et tes parcelles, d'un point de vue culture de la vigne? Ouais. Alors, moi, je pense que c'est comme beaucoup de personnes qui rachètent des vignes. Enfin, peut-être pas, j'en sais rien. J'ai pas eu tant d'exemples que ça autour de moi, mais j'ai récupéré des vignes qui étaient parfois en piteux état. Alors, bon, faut pas se leurrer, hein. Si c'est moi qui suis au bout de la chaîne, c'est qu'il y en a eu plusieurs avant qu'on n'en pas voulu, clairement. Donc, il y a eu beaucoup de travail. C'est-à-dire? Ah, déjà, c'était des vignes qui n'étaient pas travaillées en bio, donc en termes de vie dans les sols, c'était quand même très pauvre. Il y avait énormément de carences. Et puis, au-delà de ça, il y avait énormément de pieds manquants. Les vignes avaient été taillées trop longues et je pense qu'ils avaient beaucoup tiré dessus auparavant. Donc, les vignes étaient vraiment très, très faibles. Il y a eu beaucoup de travail de repiquage, il y a eu beaucoup de travail de sol. J'ai fait faire tous les labours au cheval. Alors bon, au début, c'était possible entre guillemets parce que j'avais très peu de vignes et bon, c'est très très onéreux, surtout comme une année comme cette année où effectivement 2021 a été très compliqué et j'ai perdu sur ma parcelle de Bourgogne-les-Blanches, j'ai perdu 99,9%. Donc, c'est vrai que l'investissement du travail au cheval et autres, c'est quand même très compliqué.
c'est des risques à prendre. Après, moi, je trouvais que c'était ultra important. J'ai toujours voulu travailler mes régionaux et puis aujourd'hui et dans le futur, mes villages comme des grands crus parce que je trouve ça dommage de faire autant de différences, de privilégier autant les grandes appellations. Alors que je pense que quand des parcelles de Bourgogne ou de Côte de Nuit-Village ou de Village en général sont travaillées avec un peu plus d'attention et sont vinifiées avec un tout petit peu plus d'attention, je pense que ça en vaut vraiment, vraiment la peine. Un jour, moi, un viticulteur du coin m'a dit c'est toi la ptiote là, qui fait des Bourgognes et des Côtes de Nuit-Village. Je dis oui, entre autres. Bien, parce que tu sais, moi, des Côtes de Nuit-Village, moi, même si on m'en proposait, je les refuserais parce que ça décrédibiliserait complètement ma gamme. Et puis en ce qui concerne les Bourgognes régionaux, ça c'est la cuvée des stagiaires, je m'en fous, je les goûte même pas pendant les vinifications. Et j'ai trouvé ça. Enfin, moi, j'étais déjà tellement persuadée qu'il fallait mettre tout son cœur dans ces appellations-là que, en entendant ça, je me suis dit, en fait. Ça t'a donné envie d'y aller encore plus. C'est clair, c'est clair. Quand tu fais une visite de domaine, moi j'aime bien que ce soit en Bourgogne ou ailleurs, c'est super important. Moi j'aime bien goûter la première cuvée, une cuvée au milieu, et souvent tu te rends compte que c'est le gars qui arrive à révéler la lumière le gars ou la fille d'ailleurs, pardon, qui arrive à révéler la lumière dans sa première cuvée, il y a de chances que tout le reste soit bon, quoi. Et bien sûr, mais c'est comme un chef, un chef qui arrive à faire en sorte que du caviar soit mauvais. C'est quand même rare. En revanche, une tomate, c'est plus compliqué, je pense, de la mettre en avant. Et je pense que c'est exactement la même chose, quoi. C'est la matière première qui compte aussi. C'est ce que disait Vincent tout à l'heure sur sa vinif. C'est exactement la même chose. Vincent, est-ce que tu veux peut-être toi revenir? J'ai envie de te faire creuser, pas la terre, ni les clones, mais juste sur ton histoire de cuvée sur tes Porets Saint-Georges. Là, c'est quoi derrière? C'est quoi? Comment tu sens le truc toi là-dessus? Disons que, encore une fois, entre 2012 où j'ai récupéré le bail et aujourd'hui, il y a eu aussi pas mal de révolutions sur les deux cuvées, l'une et l'autre comprises. Alors, je vais commencer sur la vieille ligne parce que autant c'est celle que j'ai toujours eue depuis 2012. Sur la partie plus récente, au tout début, pour des raisons évidentes, j'en ai vendu une partie en raisin, on va dire. C'était pas ma meilleure idée, mais bon, voilà, ceci étant. Entre 2012 et aujourd'hui, simplement sur la cuvée vieille ligne, auparavant, on était par exemple sur une cuvée où, donc je me persiste et je signe, petit raisin, très milrant, petite baie, très peu de jus, rendement ultra faible, ultra concentré du fait de l'âge de la vigne qui date de 1935. À l'époque, on était à 25% de vendange entière. Sur les 3 derniers, pas 2019, autant pour moi, sur les 2 derniers millésimes. Donc, sur cette cuvée de vieille vigne, je suis à 100% en vendange entière. Donc, ce qui donne encore une fois 2 styles totalement différents. Alors, avec en plus 2020 et 2021 qui sont opposés dans les millésimes, avec un millésime ultra chaud et à l'inverse 2021 qui est un millésime avec de la pluie en discontinuité. Donc voilà. Peut-être pas dans le sud de la France, mais de par chez nous, du moins. Et pour autant, voilà, pour l'autre partie, moins de grandes modifications sur cette partie au niveau vinification. La problématique, alors je rentre dans la technique, mais la problématique est plus par rapport à la plantation qui a été faite avec des clones, avec un clone qui a été introduit en Bourgogne en masse dans les années 80-90, où les pépiniéristes nous disaient que c'était le porte-greffe qu'il fallait mettre partout, et maintenant il dégénère et c'est la catastrophe. Donc, 161 Quand tu dis qu'il dégénère, c'est-à-dire qu'il dépérit, hein, c'est ça pour... Ouais, totalement.
Donc voilà. Et en plus de ça, sur cette parcelle, ce porte-greffe, par rapport au millésime solaire qu'on a eu, alors tiens, ça c'est un bon exemple que je peux donner, sur les derniers millésimes solaires, donc 18 et 19, 20, sur la partie plantée en 1980 avec des clones, avec du 161 en porte-greffe, tout le côté sud carbonisé, tout était, et côté nord passerillé, donc perte d'eau côté nord, tous les raisins côté sud étaient carrément grillés. À l'inverse, sur la partie de 1935, enracinement beaucoup plus profond, rien du tout. Magnifique. Vendanger, pour la partie de 1980, vendanger, je rentrais de vacances le 23 août en catastrophe. La partie, donc à 1 mètre de différence, la partie de 1935 vendanger une semaine plus tard. Hein. Et donc, on a deux alors c'est le même climat effectivement, mais il y a deux logiques et matériel végétal totalement différents. Et encore en 2021, les dates de vendange n'ont pas été les mêmes entre les deux parcelles. Enfin, je parle en termes de parcelles, les deux parties, on va dire. Mais donc voilà. Et c'est vrai que ces deux parcelles qui se touchent, qui sont le même climat, qui sont exactement le même terroir, simplement on a deux matériels végétatifs totalement différents, avec deux vinifications totalement différentes, une qui est maintenant totalement la partie de 1980 que qui est totalement éraflée depuis que j'ai commencé à la faire, et la partie de 1935 qui donc avant est en 100% d'argentière, qui donne deux vins totalement différents. En plus de ça, ce que je me permets de le dire, mais ça ne répond pas forcément à votre question, mais je me permets de le placer là. J'aime pas du tout le fût neuf. Alors moi, que ce soit les blancs ou les rouges, tous les vins sont élevés dans des fûts qui sont relativement, j'utilise le terme, les plus récents vieux fûts, donc dans des vins qui ont au minimum 3 vins, parce que j'aime pas en fait alors je vais peut-être être puriste, mais en fait j'aime pas du tout le côté apport de quelque chose qui est exogène au terroir. Je pense, mais c'est une question philosophique, hein, mais plus que ça, je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut, enfin c'est mon avis, hein, mais disons que je me calme, j'essaye de réfléchir en même temps à ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, je pense que la totalité, on peut faire en sorte de diverses manières par rapport au matériel végétal, plus ce que le millésime va te donner, si c'est un millésime chaud ou un millésime plus compliqué. Je pense que tu as tout dans la plante pour arriver à en faire quelque chose de sympathique. Je n'irai pas plus loin. Donc après, ce n'est pas un jugement de valeur. Chacun fait comme il l'entend et comme il le souhaite. C'est juste moi, j'ai une problématique. Dans un autre domaine dont je ne donnerai pas le nom, mais disons que entre deux appellations qui se touchent, j'aurais tenté de dire, on perdait la typicité. Il y avait tellement de fûts neufs qu'on perdait la typicité de l'appellation. Et à partir de là, je trouve que c'est sur des appellations prestigieuses de la Côte de Nuit, je trouve ça, excusez-moi, j'emploie le terme, mais totalement con. Donc à partir de là, j'ai creusé à partir de là. C'est un avantage aussi, je reviens sur ce que disait Camille tout à l'heure au tout début, ça a aussi un avantage, alors c'est compliqué, mais Camille disait le fait de commencer de rien, ça a aussi un avantage, c'est que tu pars d'une feuille blanche et tu fais, je vais tenter le mot, mais tu fais ce que tu veux. Tu n'as pas de référent et tu n'es pas dans la logique bourguignon-bourguignonne où beaucoup de domaines sont dans une logique patriarcale. C'est quand même le cas, je suis désolé de le dire. Et donc, de ce fait, c'est vrai que nous, on peut mettre en place ce qu'on désire à l'échelle qu'on a, même sur des micro-domaines, comme
parce qu'on n'a pas les domaines les plus importants au niveau superficie avec les appellations les plus prestigieuses, mais d'où l'intérêt, comme je le disais tout à l'heure, à essayer de sortir des sentiers battus pour essayer de se faire connaître. Voilà. J'ai un peu dérivé, mais bon, ouais, je pense que vous avez tiré le fil. On se souvient des visites. On avait été obligé de, Vincent, tu es tellement loquace qu'on avait été obligé de te dire on n'a que 4 heures. Et on est quand même resté 6 heures. Oui. Non, je peux dire. C'était très bien. On était bien chez toi, c'est pour ça qu'on avait hyper bien reçu d'ailleurs. Génial. Que ce soit chez Thibaut, chez Camille ou chez Vincent, en Bourgogne, comme on dit, un large soif, on sait recevoir. Hein. Bon, et parlant des jeunes talents, justement, il y a un projet. Vous voulez parler de moi, c'est ça? Ah, pardon. Parlons de jeunes talents. Qui sont un peu mentorés aussi. Il y a un projet très joli dont nous a parlé Thibaut, justement, qui est un projet qui a quelques années tout de même, les jeunes pousses, avec des parcelles qui sont donc mises à disposition de jeunes ignorants avant qu'ils ne volent de leurs propres ailes. Est-ce que vous voulez nous partager un petit peu cette idée et ce projet qui est très beau? Oui, bien sûr, avec grand plaisir de le partager parce que c'est un projet qui me tient à cœur. Et la jeunesse du projet, elle a été multiple, on va dire. La première a été de se dire, j'ai l'occasion de recevoir beaucoup de jeunes en stage. On reçoit à peu près entre 3 et 4 stagiaires chaque année au moment des vinifications. Des gens qui sont passionnés. On retrouve un peu cette même flamme dans leurs yeux que celle que j'avais moi quand j'ai démarré. Et moi, j'ai eu une chance folle, c'est d'avoir eu une très très belle cuillère en or dans la bouche quand j'ai démarré, et plus qu'en argent, hein, je dis vraiment en or parce qu'elle était en or. Et j'ai eu, et ces personnes-là n'ont pas cette chance, et pourtant une passion qui était commune à la mienne quand j'ai démarré il y a plus de 20 ans. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour ces jeunes-là, au-delà de leur donner un côté, je dirais, un métier, ou en tout cas de les former à la vinification, à notre travail de viticulteur. Et en 2015, j'ai eu l'occasion de racheter des vignes à Moulins-à-Vent. Et dans le panier de la mariée, il y avait 5 hectares de Beaujolais Village et de Chénat. Et mon objectif n'était pas forcément de faire du Beaujolais Village et du Chénat dans le projet du domaine de Moulins-à-Vent. C'était exclusivement d'être sur Moulins-à-Vent. Et donc, je me suis dit, pourquoi je ne créerais pas un domaine à part? Ce domaine à part s'appellerait le domaine des jeunes pousses et aurait pour vocation de donner à des jeunes, à un jeune ou à un couple, en tout cas, c'était un couple, le premier, pendant une durée de 3 ans, donc en leur donnant des vignes, 5 hectares, cultivées en culture biologique. Donc, on a commencé à les prendre en 2015. Donc, les premières jeunes pousses se sont installées en 2019. Donc, ils étaient déjà certifiés. Et une maison, donc un lieu d'habitation, un outil de travail, donc au-delà des vignes, mais un tracteur, des outils pour traiter les vignes, pour les labourer, et un cuvage. Alors, on ne dit pas cuverie en Beaujolais, on dit bien cuvage. Ça, c'est très important. Et donc, et je donne cette tu peux dire pourquoi c'est important pour toi, Thibaut, cuvage et cuverie? Je vais vous raconter l'histoire. C'est qu'en fait, quand je parle de cuverie et quand je suis dans le Beaujolais, les gens ne comprennent pas. Ils me disent, mais c'est quoi une cuverie? Et là, évidemment, il y a évidemment des langages, un langage propre à chaque région. Il y a aussi le mot quand on fait de l'ébourgeonnage. En Bourgogne, on dit échetionnage. En Beaujolais, on dit émondage. Il y a des mots comme ça qu'il faut respecter et qui sont liés aussi au terroir. Je trouve qu'il y a un certain charme. Donc, la petite anecdote, c'est que mon équipe du Beaujolais est venue en cuverie pendant les vendanges à Nuit-Saint-Georges, et on fait des t-shirts en disant derrière, ici en Beaujolais, on ne dit pas cuverie, on dit bien cuvage. Donc c'est quelque chose qui m'ont bien fait comprendre que c'était cuvage en Beaujolais. Donc le cuvage, c'est notre cuverie, c'est là où on vinifie, mais aussi on élève nos vins. Et donc j'ai trouvé les premières jeunes pousses qui se sont installées, donc fin 2019, Angela et Hugo, qui d'ailleurs vont faire leur dernier millésime en 2022. Le temps passe vite. Donc, on leur a donné ces 5 hectares, ce tracteur, tout ce qu'il faut pour travailler. Et ils ont fait leur vin, ils ont fait leurs expériences.
leurs bêtises aussi, comme nous tous, quand on a démarré. Moi, j'ai eu cette chance, je dis souvent cette chance, de ne pas avoir eu un père vigneron. Donc, j'ai fait beaucoup de bêtises, mais j'ai probablement appris plus vite sans forcément avoir une sorte de poids familial. Alors, ça peut être un poids familial, comme ça peut être un avantage, mais je le considérais plutôt comme un poids. Et j'ai essayé de mentorer un petit peu ces jeunes-là pour qu'au bout de 3 ans, et d'ailleurs c'est le cas aujourd'hui, puisqu'ils ont récupéré 2,5 hectares de vignes sur Chénat, sur Moulin à Vent et en Beaujolais. Et là, ils sont en train de récupérer 3 hectares de plus pour leur prochain millésime. Donc, en fait, ils vont faire à la fois le millésime de jeunes pousses et à la fois leur vin. D'ailleurs, ils ont déjà commencé en 2021 à faire une petite parcelle. Et ils s'installent dans le Beaujolais, ce qui me réjouit parce qu'il y avait l'idée aussi de la création des jeunes pousses sur des millésimes, sur un terroir, on va dire, une appellation plus modeste aux yeux du grand public et pourtant tellement intéressante et tellement passionnante de pouvoir mettre en lumière ces jeunes-là. Donc, on est en train de chercher, je fais un peu un appel à candidature, puisqu'on est en train de recruter nos prochaines jeunes pousses. L'idée, c'est plutôt d'avoir un couple. Regardez, vous deux, vous n'êtes pas beaux. Et, Les deux, là, Là, tu il veux y a des dire, petits jeunes. les deux petits jeunes, on garde Et Vincent ça et y est, Camille. ils sont déjà grands. Ils sont grands. donc, les prochaines jeunes pousses qui seront la génération numéro 2. Et il y aura un réel passage de témoins entre Angela et Hugo et la prochaine génération, avec l'idée qu'on a eue avec mon associé Yvan Massona, aussi peut-être de pouvoir reproduire ce modèle dans d'autres régions, avec toujours cette volonté d'être sur des régions qui sont peut-être un peu plus en difficulté aujourd'hui, avec moins de jeunes qui s'installent, avec des vignes qui ne sont pas très chères et pourtant des terroirs extraordinaires, et de pouvoir un peu, probablement, par des moyens, pas que financiers, mais aussi des moyens humains, de leur mettre le pied à l'étrier. Voilà, c'est un peu le projet des jeunes pousses. Et, et c'est quelque chose qui me passionne tout autant que le reste de mon métier. Bah, bravo, hein, Thibaut. Moi, je trouve que c'est une super démarche, vraiment, hein. Tu la connaissais pas, Camille? Tu t'avais pas Non, entendu parler? non, pas du tout. Non. Ben voilà. Tout Mm. court. Donc, si tu vois du monde, si tu connais du monde qui te semble être intéressant, l'idée, c'est que les jeunes pousses actuels, Angela et Hugo, fassent le passage de témoins, puissent choisir aussi les successeurs. Mais je sais que tu as un réseau qui est bien fourni avec des gens qui sont passionnés par le vin, donc pourquoi pas? Ouais, j'y penserai ouais, ouais, avec grand plaisir. Ouais. Mm. C'est vrai que c'est Voilà. beau de pouvoir avoir des mentors comme ça qui nous accompagnent. Oui. Qu'est-ce qu'on... On avait une petite question sur les vendanges entières. Ah oui, alors la dernière fois qu'on est allé en Bourgogne, c'était cette histoire toujours qui revient. Nous, on vendange entière, on conserve les vendanges entières, où on érafle, etc. Comment vous voyez les choses? On se souvient d'Henri Jaillet qui disait pourquoi on mangerait de la rafle? On met de la rafle, on met de la rafle pour mettre de la fraîcheur. Enfin, voilà. Alors voilà, est-ce que c'est une question comment tu t'es posée, peut-être Camille, ou voilà, est-ce que tu t'es posé la Moi, question? Comment tu vois les choses? moi, je pense que, enfin, il faut pas que la vendange entière ce soit devenu une mode, parce que bon, quand même, faut se le dire, c'est revenu beaucoup et peut-être que commercialement parlant, je sais pas, ça attire le client quand tu parles de vendange entière. Moi, tout ce que j'ai pu avoir comme expérience, c'est que ça ne va pas sur tous les terroirs, ça c'est clair. Par exemple, alors oui, j'aimais beaucoup certaines cuvées en vendange entière. J'ai travaillé chez Nicolas Potel et j'ai eu la chance de pouvoir goûter pas mal de très jolis de son papa, de Gérard Potel, au temps de la Pousse d'Or. Et vraiment, c'est clair que ces bouteilles-là m'ont provoqué une émotion mais incroyable. Et je me suis dit, bah tiens, comme voilà, beaucoup de débutants, allons-y, on va peut-être essayer. Bon, au début, moi, j'avais très très peur parce que je pense que vinifier de la vendange entière, c'est une approche qui est différente. C'est une vinification que j'imagine un peu à l'aveugle, en fait, finalement. Et j'avais très peur et je pouvais prendre aucun risque. Bah, financièrement parlant, de toute façon, si je foirais une cuvée, je pouvais mettre la clé sous la porte. Donc, c'était un peu compliqué. J'ai eu la chance de pouvoir rencontrer des vignerons avec beaucoup d'expérience et de très bons conseils.
qui m'ont permis de franchir le pas. Et quand bien même, sur certaines cuvées, j'ai fait l'expérience et j'ai fait donc mes propres erreurs. Et je pense que ça allait pas. Donc, année après année, j'ai ajusté un petit peu plus précisément en ajoutant ou en enlevant un peu de vendange entière et jusqu'à trouver ce juste milieu qui parfois prend beaucoup de millésimes à trouver. Mais je pense que la vendange entière, pour moi, en tout cas, c'est pas systématique. Ça dépend du millésime, ça dépend de la parcelle, ça dépend de beaucoup, beaucoup de paramètres. Euh, et, euh, et voilà. Voilà. Vincent? Alors moi, c'est assez particulier. C'est qu'en fait, à partir du millésime 2015, j'ai déjà fait une pseudo-révolution sur moi-même avec moins d'extraction. Déjà au niveau des vins qui étaient à l'époque, hormis sur la cuvée de Vivine sur les forêts, qui était l'ensemble des vins était affilié à 100%, j'avais décidé d'extraire beaucoup moins. Et en fonction des millésimes, je tire la ficelle, vous allez voir, je vais arriver au bout. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est normal avec moi. En fait, au fur et à mesure des millésimes, j'essayais de diminuer les doses de sulfite à la vendange, à l'encuvage. Et au final, je m'étais toujours posé la question qu'est-ce que ferait une cuvée vendange entière sur un millésime M. Il se trouve que j'ai mis pas mal de temps à franchir le pas, j'avoue. C'était une bêtise de ma part, peut-être une non-prise de risque. Et je l'ai fait en 2019. Je me suis dit pourquoi pas. Alors moi, j'ai jumelé deux nouveaux paramètres, à savoir le fait de faire une cuvée sur 2019, une cuvée de Haute-Côte de Nuit, vieille vigne, une cuvée qui a été plantée en 1954, avec des petits raisins encore une fois. Pour l'instant, c'est vraiment ce que je pense, c'est que pour l'instant, la vendange entière se marie très, très bien sur des vieilles vignes, avec le rapport jus sur poids de raisin total relativement faible. Et pour l'instant, sur ce que j'ai pu apprécier, encore une fois, peut-être que dans 10 ans, j'aurais changé d'avis, mais pour l'instant, c'est comme ça que je le sens, et que sur les quelques cuvées où je fais de la vendange entière, c'est souvent sur des vignes avec ces petits raisins et raisins migrants. Et j'ai perdu le fil, voilà, je parle tellement vite que j'ai perdu le fil. Qu'est-ce que je disais? Mince, je suis désolé. En 2019, oui, donc j'ai fait une cuvée de Haute-Côte de Nuit, vieille vigne 2019, que vous avez pu déguster quand vous étiez là. Et en plus de ça, je me suis amusé à faire ça sans soufre enfin, j'ai mis très peu de soufre, il y a moins de 10 mg de CO2 total. Donc voilà, donc j'ai jonglé sur deux paramètres. J'aime bien me lancer des challenges assez particuliers, on va dire. Et donc voilà. Donc en fait, initialement en 2019, je me suis dit, allez, je mets une petite cuvée de ma cuvée de Haute-Côte à part. Je ne prends pas un gros risque, on va voir ce que ça va donner. J'ai adoré la vinification. J'ai eu un copain à moi qui s'appelle le domaine Marc Soyard, du domaine de l'Acra, qui m'a clairement bien briefé sur comment il fait ses cuvées de vendange entière. Et donc, j'ai vraiment adoré la vinification. Mais le terme adoré est peut-être trop faible. J'ai réellement aimé la résultante de l'instant de l'entonnage jusqu'au moment où vous avez pu le déguster. C'est quelque chose de fait. Enfin, c'est pas moi de le dire, je suis pas impartial, mais excusez-moi de le dire, mais franchement, j'ai beaucoup apprécié la résultante, et c'est à partir de là qu'en 2020, je me suis dit, voilà, j'ai apprécié le fait de le faire sur des vendanges entières, la cuvée de vendange entière sur des vieilles vignes. Donc, je vais le refaire sur 2020, sur des cuvées, sur mes 3 cuvées de vieilles vignes. Donc, Savigny-les-Beaunes, les Connardises, Nuit Saint-Georges premier cru, les Porets Saint-Georges vieilles vignes, et donc Haute-Côte de Nuit, vieilles vignes. Donc, ces 3 cuvées étaient en vendange entière. Donc, voilà. Et donc, à partir de là, maintenant, je suis assez d'accord avec Camille aussi. Il ne faut pas
faut pas le faire systématiquement sur tout également. Moi, enfin, donc, je me répète, je l'apprécie vraiment visuellement par rapport à la morphologie des grappes. C'est vraiment ça qui va me faire choisir ou pas d'en faire ou pas. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est une vinification qui est très intéressante. Alors, il faut savoir prendre des risques aussi. Je vais pas je peux faire des macérations, enfin des temps de cuvaison, donc macération vendange entière en semi-carbonique, des très courtes pour ne justement pas avoir d'extraction de la rafle dans les jus. Même si la fermentation alcoolique n'est pas finie, il ne faut pas hésiter à tirer les vins à des cuvées pour après vraiment ne pas avoir ce côté trop rafle qui marque le vin, on va dire. Mais bon, après, ça, c'est un aspect propre à chaque viticulteur, j'aurais tenté de dire. Voilà. Dans les risques qu'on arrive à révéler les grandes choses. Thibaut, ton avis là-dessus? Attends, t'as pas mis ton micro, Thibaut. Alors, moi, la vendange entière, je la trouve intéressante et je la pratique depuis quelques années puisque j'ai commencé en 2006 à en pratiquer un petit peu. D'une part, l'expérience a montré qu'il y avait deux types de vendange entière, en tout cas de la manière dont je la pratique. C'est déjà quel rafle on a. Parce que moi qui fais du vin avec des gamay et avec des pinots noirs, la rafle de gamay est totalement différente que de la rafle du pinot noir. Donc forcément, l'influence, elle est différente. Il suffit d'aller dans les vignes au moment des vendanges et puis d'essayer simplement d'enlever une rafle de gamay, enfin de vendanger une rafle de gamay. Elle vient toute seule. Si vous faites ça avec une rafle de pinot, vous êtes limite à arracher la branche sur laquelle se trouve la grappe tellement elle est attachée. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que la qualité de la rafle est totalement différente. C'est-à-dire qu'une rafle de pinot est beaucoup plus ligneuse qu'une rafle de gamay. Donc en fait, quand on parle de pourcentage de vendange entière, on parle effectivement de pourcentage, mais par rapport à la manière dont va influencer la rafle sur la vinification. Et l'influence de la rafle sur du gamay, avec notamment cette tradition des gamay de vendange entière, de ce qu'on appelle macération carbonique, semi-carbonique, de différents types de vinification qu'on retrouve d'ailleurs depuis assez longtemps, depuis, on va dire, après la Deuxième Guerre mondiale, où elle est devenue beaucoup plus présente, parce que justement l'influence de la rafle est très différente. Après, si je reviens en Bourgogne, je l'ai commencé à la pratiquer en 2006 sur un terroir qui est un terroir de Gevrey-Chambertin, la Croix des Champs, qui est une vigne que j'ai eu l'occasion, la chance de racheter en 2006 et qui se trouve être sur un terroir plutôt profond, sur des sols qui sont des sols plutôt de plaine, avec peu de calcaire, quelques spots calcaires, mais pas énormément. Et mon analyse a été de dire, si je ne garde pas de vendange entière dessus, en tout cas un peu dans une proportion de rafle, je risque de faire des vins relativement rustiques. Et c'est là où je me suis dit, bon, on va essayer, c'est un Gevrey village, je risque moins que sur un terroir de grand cru ou de premier cru, bien évidemment. Et puis, essayons. Et si je dois essayer, c'est probablement sur ce terroir-là. Et la réaction était extrêmement intéressante du vin, c'est-à-dire que, en fait, la présence de la vendange entière au niveau gustatif était présente dès le début, assez fortement pendant les vinifications, donc un côté végétal assez marqué, mais finalement, au cours d'élevage, complètement intégré. Et si, par exemple, sur un terroir comme celui-là, qui a tendance à être un terroir plutôt argileux, plutôt profond, on a effectivement une capacité du raisin ou du vin à intégrer cette vendange entière et surtout à apporter une réelle fraîcheur dans les vins. Alors après, c'est se poser la question, comment la vendange entière apporte de la fraîcheur dans les vins, alors que c'est quand même quelque chose qui va un peu à l'encontre de la chimie, puisqu'il faut savoir que dans la rafle, il y a du potassium, et que ce potassium agit avec l'acide tartrique, qui est le principal acide du vin, en formant du tartrate de potassium et qui diminue de facto l'acidité du vin, et donc qui augmente le pH. Et pourtant, quand on utilise de la vendange entière sur certains terroirs, on arrive à avoir plus de fraîcheur. Regardez de la fraîcheur. Hein. C'est ça, assez étonnant. Alors, mon analyse, elle n'est que mon analyse, mais on s'est amusé à étudier avec l'Université de Bourgogne les minéraux dans la rafle.
Et aujourd'hui, effectivement, nous, notre leitmotiv au domaine, il est, je pense, également, que ce soit pour Vincent ou Camille, c'est pareil, c'est la fraîcheur dans les vins. C'est-à-dire l'équilibre et la fraîcheur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même des millésimes qui sont de plus en plus riches. On vendange de plus en plus tôt avec des alcools plus importants. Et en fait, nos clients, qu'est-ce qu'ils veulent dans nos vins de Bourgogne? C'est des vins frais, c'est des vins digestes, c'est pas des vins lourds, c'est pas des vins hyper alcooleux. Et donc, on se doit de changer un peu notre logiciel par rapport à notre vision. Alors effectivement, j'ai eu la chance de rencontrer Henri Jaillet dans ma vie de vigneron. Et effectivement, Henri Jaillet disait que la rafle, si ça ne se mange pas, il n'y a pas besoin de la garder pour faire du vin. Mais j'aimerais bien parler à Henri aujourd'hui et lui dire qu'est-ce que tu ferais par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et puis les raisins n'étaient pas les mêmes. Les raisins n'étaient pas les mêmes, la maturité n'était pas les mêmes. Et je pense que l'intelligence du vigneron, elle est surtout dans son adaptation et dans sa capacité à utiliser tout ce que la nature lui donne. Et effectivement, la rafle fonctionne très bien, mais sur un terroir très argileux. Et je finirai par une autre anecdote, c'est que j'ai un terroir qui est un terroir très calcaire qui s'appelle Vosne-Romanée-Auréa. Réa veut dire petite pierre ronde, donc c'est un terroir d'ébouli. Et si je gardais que 15%, ce que j'ai déjà essayé, et sur le millésime 2009, donc un millésime relativement mûr, qui aurait pu logiquement intégrer cette vendange entière, sur ce terroir-là, si j'ai gardé 10%, je me suis amusé à faire une petite 10-15% de vendange entière, et ça sentait vraiment le végétal, ne serait-ce qu'avec 10%. Et sur un terroir de Charmes-Chambertin, par exemple, où je garde 70% de vendange entière, mais là, d'une manière un peu différente, puisque en fait, j'enlève le tronc principal de la rafle en équeutant à la main, donc en les coupant une par une, qui me permet en fait d'avoir un raisin entier, parce que la vendange entière, ce qui est important, ce n'est pas simplement la rafle, mais c'est aussi la capacité du raisin à être entier et de faire des fermentations qu'on appelle enzymatiques, donc intrapelliculaires, qui aussi souvent apportent plus de fruits. Et justement, la proportion de rafle était trop importante dans ma vigne de Charmes-Chambertin parce que c'est une vieille vigne qui avait tendance à donner des rafles très épaisses et je l'ai trouvée trop importante. C'est pour ça que j'ai commencé à prendre des ciseaux et à couper les rafles. Et ce qu'il faut voir, c'est la qualité des calcaires, la qualité des argiles et la capacité du vin à intégrer justement cette vendange entière. Tous les vins n'ont pas intégré cette vendange entière et il ne faudrait pas que la vendange entière, à mon avis, signe les vins comme une forme de signature de vigneron, au-delà du terroir, dénaturant vraiment l'origine et l'identité d'un terroir. Il faut que ça vienne comme le fût, comme tout ce qu'on peut utiliser, ça vienne sublimer un terroir ou rattraper finalement un petit déséquilibre de certains millésimes. Et c'est comme ça que je pense qu'on doit utiliser, ça ne tient qu'à moi, mais je pense qu'on doit utiliser la vendange entière. Bon, ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble, donc ça passe très vite. On va se quitter dans quelques instants. Une petite surprise, on va vous mettre un QR code à l'écran. Donc, si vous avez envie de cliquer dessus, vous verrez qu'il y a une petite surprise au bout. Je vous dirai de quoi il s'agit après. Voilà. Donc, c'est une remise. Enfin, nos amis vignerons ne sont pas encore au courant, mais c'est une remise c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Thibaut. C'est moins 50% sur toutes les commandes de Charmes-Chambertin, c'est ça, chez Thibaut. Moins 80 chez Vincent et moins 100% chez Camille. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez faire ce que vous voulez, mais il n'y a plus de vin. Donc, non, blague mise à part, c'est parce que je viens de créer un compte Instagram perso. Donc, si vous avez envie de venir voir toutes les conneries que j'y raconte, puisque je suis officiellement rentré au comité de rédaction de la Revue des Vins de France là, il y a quelques jours. Donc, je vais pouvoir partager mes bonnes blagues. Et tes bonnes découvertes et mes bonnes découvertes aussi. Voilà, donc blague mieux ça, vaut mieux ça. Ouais, blague mise à part, voilà, je vous le mets aussi dans le chat. Donc, si vous avez envie de venir suivre tout ça. Donc, je l'ai mis aussi dans le chat. Voilà, avant de donner le mot de la fin à nos 3 amis bourguignons, qui, je le rappelle, nous ont reçus il y a quelques mois avec beaucoup de gentillesse et d'ouverture. Je vous donne le programme des prochains Wine Talk Show. Voilà, donc, le 24 février, on se retrouvera avec Marie Zusselin et Pierre de Benoît du domaine Aubert-de-Vilaine sur un thème, c'est le vin doit-il être discret pour être grand? C'est tout un programme. Voilà. On se retrouvera le 10 mars pour parler du métier de caviste avec deux meilleurs cavistes de France
Et voilà, donc on essaiera d'aujourd'hui de se poser la question, c'est quoi le métier de caviste, c'est quel avenir, c'est quel profil et qu'est-ce qu'un caviste est capable d'amener, Qu'est-ce que sa mission? quelle que sa mission. Le 29 mars, on aura encore un thème bourguignon avec les grands vins blancs de la côte de Beaune avec Jean-Marc Follot et Dominique Lafont. Et au mois d'avril, on aura une magnifique visite en live de la cave de l'Hôtel de Paris avec Patrice Franck, donc le chef sommelier du grill de la Société des Bains de Mer, et Yorio Gennaro, donc le chef de cave, qui nous contera qu'est-ce que c'est que le métier de caviste. Caviste, pas caviste dans un magasin, mais voilà, caviste à l'ancienne, c'est-à-dire recevoir les vins, voilà. Puisque les caves de l'Hôtel de Paris ont une vraie histoire, je crois que 130 ans d'histoire, puisqu'à l'époque, ils recevaient les vins en fût, ils mettaient en bouteille, voilà, donc il y a toute une histoire à partager. Voilà. Donc, on vous remercie de votre temps. Un petit mot peut-être, Camille, Vincent et Thibaut, pour clôturer. Eurodame. J'avais dit. J'ai pas dit. Non, non, merci d'avoir organisé cet échange. Honnêtement, c'est toujours très intéressant d'avoir l'occasion d'échanger même avec des vignerons du coin que voilà, on se croise quand même pas très très souvent, et notamment ces 2-3 dernières années, c'est un petit peu compliqué de se retrouver pour échanger. Donc c'est vraiment une super initiative, et merci à vous d'être venus, et j'espère vous revoir bientôt. On reviendra goûter la production des futurs hectares. Ah oui, on a hâte. Trop bien. Vincent? Non, mais simplement, j'espérais que les gens qui nous suivent ont apprécié. Et voilà, c'est déjà pas mal. J'espère ne pas avoir été trop brouillon dans mes explications. Mais sinon, voilà. Vincent, tu es tellement passionné que tu as beaucoup de charme. Oui, des fois, je pars dans tous les sens. Donc, c'est à double tranchant, on va dire. Le principal, c'est que tes vins soient en ordre. Oui, les vins sont en ordre. Les vins sont en ordre, il n'y a pas de sujet. Merci. Ravi que ça vous plaise. Après, voilà. Merci. Thibaut, un petit mot de la fin? Non, merci pour ça. Merci pour ces échanges qui sont toujours passionnants. J'espère qu'effectivement qu'on aura l'occasion de prolonger, parce que quand on commence, on ne voudrait plus s'arrêter. En tout cas, effectivement, le temps en cave n'est pas limité, lui. Donc, venez essayer d'en discuter avec nous. On dit souvent en Bourgogne, on n'a pas beaucoup de vin à vendre, mais on en a à goûter. Donc vous êtes les bienvenus. Et puis surtout, s'il y en a qui sont intéressés par le projet des Jeunes Pousses, qu'ils n'hésitent pas à nous soutenir, à acheter les vins des Jeunes Pousses et peut-être à en devenir les prochains. Donc voilà, bon entendeur. Et s'il y a quelqu'un qui nous dit merci aujourd'hui, hier, formation Revue des Vins de France Académie à Nantes sur la Bourgogne, en espérant recevoir ces fameux vignerons, tu vois. Donc, ce sont nos apprentis sommeliers qui se manifestent. Merci à vous tous. Je vous souhaite une excellente soirée. Bonne soirée. Et puis, on se hashtag sur les réseaux sociaux. Hein. Salut. C'est toi le jeune talent d'Instagram. Je ne sais pas maintenant. C'est une seconde vie. Allez, à bientôt. À bientôt. Merci. Salut.